Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on est rendu à la partie 2 de la section 2.4 qui porte sur les matériaux et les liaisons. Donc aujourd'hui, on s'attarde plus précisément sur les propriétés des matériaux pour nous permettre de bien choisir le matériau qu'on va avoir besoin pour créer tel ou tel objet. Donc la première caractéristique qu'on va voir, c'est la dureté. La dureté permet de résister à la déformation et à la pénétration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous voyez des planches à découper et vous voyez qu'il y en a une qui est plus maganée que l'autre. L'idée, c'est que mon couteau va pouvoir pénétrer dans le bois et donc va laisser des traces, va user plus facilement ma plaque à cause de ça. Va user plus facilement mon bois, en fait, à cause de ça. Alors que ma plaque qui est faite en marbre, elle ne sera pas usée. C'est plus le couteau, en fait, qui va s'user dessus. Donc, elle a une bonne propriété de résister à la pénétration et donc elle a une bonne dureté. La deuxième propriété est la ductilité. En fait, c'est ce qui va nous permettre de faire des fils électriques. C'est une possibilité, ça nous donne la possibilité d'étirer un matériau sans qu'il y ait rupture et donc d'en faire des fils. Troisième caractéristique, l'élasticité. Donc l'élasticité permet de se déformer sous la contrainte, mais de reprendre sa forme une fois étiré. Donc on peut penser évidemment aux élastiques que lorsqu'on va étirer, ils vont reprendre leur forme d'eux-mêmes. Prochaine caractéristique, la malléabilité. Donc la malléabilité, encore une fois, une propriété qui est propre aux métaux. Donc ça permet de résister à la rupture lorsqu'il est plié, façonné ou aplati sous forme de feuille. Donc vous voyez le papier d'aluminium et vous vous doutez que si par exemple je plie ma feuille d'aluminium, je suis capable de la redéplier sans aucun problème et sans la briser. La résilience maintenant. La résilience permet de résister au choc. Donc, vous vous doutez qu'une cloche a souvent des coups sur elle. Donc, sa résilience va permettre de résister au choc et donc d'éviter de se briser sous l'impact de ces fameux chocs-là. Au niveau de la rigidité, c'est la propriété qui permet aux matériaux de garder leur forme sous la contrainte. On peut penser par exemple aux piliers des ponts qui ont une très grande force qui est appliquée, donc de très grandes contraintes qui est appliquée sur leurs piliers. Donc on ne veut pas évidemment que ça bouge, que ça danse, que ça se promène. Donc pour éviter justement que ça bouge et que ça tourne, que ça plie, eh bien on va avoir un matériel qui va être rigide. Prochaine caractéristique, la résistance à la corrosion. Donc, la résistance à la corrosion, c'est la propriété qui permet de ne pas rouiller lorsqu'on est exposé à l'oxygène, mais aussi au sel et à différentes substances chimiques comme les acides par exemple. C'est particulièrement important au niveau de nos conservations alimentaires parce qu'on ne veut pas manger de la rouille. Donc, la résistance à la corrosion va permettre à nos cannes de conserve de ne pas rouiller. Et il y a énormément, là je vous en ai donné quelques-uns, mais il y a énormément de propriétés des matériaux qu'on va utiliser pour justifier l'utilisation de tel ou tel matériau pour faire un produit final. On peut parler par exemple de l'étanchéité, donc la capacité de ne pas perdre de substance, de la légèreté, de la lourdeur. Dans certains cas, on veut que le produit soit lourd, dans des poêles terre par exemple. On peut parler de la conductibilité thermique et de la conductibilité électrique, donc thermique pour les poêles, les chaudrons, électrique pour évidemment la circulation du courant électrique. On peut vouloir le contraire aussi, donc que ce soit un bon isolant électrique pour les gaines de fil par exemple.
On peut parler de la flexibilité, de la souplesse, du magnétisme, de la résistance chimique, de la transparence, de la non-toxicité. Donc, c'est toutes des propriétés qu'on va pouvoir utiliser pour justifier l'utilisation de tel ou tel matériau. Passons maintenant au plastique. Les plastiques, on les utilise généralement parce qu'ils ont une bonne résistance à la corrosion, une bonne étanchéité, une légèreté et ce sont des bons isolants électriques. Mais surtout parce qu'ils sont faciles à produire et donc peu coûteux. Et des plastiques, eh bien, il y en a plusieurs types. Donc, pour pouvoir les distinguer, on indique un petit numéro dessus. Et ce petit numéro, vous savez, vous êtes habitué de le voir, il est indiqué à l'intérieur d'un petit triangle fait avec des flèches. Donc, passons ensemble sur les différents types de plastique et les propriétés qui leur sont reliées. Le premier, ce sont le plastique utilisé entre autres dans les bouteilles d'eau, de boissons gazeuses, les contenants allant au four micro-ondes et les emballages de médicaments. Donc, ces plastiques-là, eh bien, ils ont une bonne résilience et ils ont aussi une transparence. Passons maintenant au plastique de type 2. Plastique de type 2, ce sont les bouteilles de jus, de produits ménagers, de savon, de shampoing et les caisses de plastique. Et pourquoi on les utilise pour ce type de bouteilles? Eh bien, c'est parce que d'abord, ils ont une bonne rigidité, mais surtout parce qu'ils ont une bonne résistance à plusieurs solvants. Donc, on peut mettre des produits nettoyants dedans sans problème. Passons au plastique de type 3, qui sont utilisés entre autres pour des jouets souples pour enfants, certaines bouteilles alimentaires, de la tuyauterie et du recouvrement. Ce sont des plastiques qui ont une bonne résilience et une bonne résistance chimique. Les plastiques de type 4 maintenant. Ce sont ceux qu'on utilise pour des emballages de plastique souples, des sacs à ordures et des tubes de crème. Ils sont reconnus pour leur non-toxicité, heureusement parce qu'on emballe des aliments avec, leur souplesse et aussi leur transparence. Maintenant, si on passe au plastique de type 5, ce sont les bouteilles et emballages alimentaires réutilisables résistants à la cuisson, les mobiliers de jardin, mais aussi les pièces moulées. Ces plastiques de type 5 sont connus pour leur semi-rigidité, leur non-toxicité et leur résistance chimique. Les plastiques de type 6 maintenant. Les plastiques de type 6, ce sont les polystyrènes. Ceux-ci ne sont pas recyclables à grande échelle au Québec, mais on peut quand même les amener dans les écocentres où ils ont une deuxième vie. On les utilise entre autres pour les emballages alimentaires isolants thermiques, des ustensiles, des tasses à café, de la vaisselle jetable et des barquettes d'aliments. Ils sont malheureusement connus pour leur faible résistance chimique à l'acétone et au gras. Petit élément intéressant, je me souviens que lorsque j'étais au cégep, on nous servait les petits déjeuners dans des plats de polystyrène, ce qui est un peu particulier parce que le bacon gras dans ces plats-là, eh bien, ça faisait pas bon ménage. Mais, comme dirait Ricardo Trogi dans certains de ses films, à d'autres époques, d'autres mœurs. Passons maintenant au plastique de type 7. Les plastiques de type 7, eh bien, c'est un peu tout le reste en fait. Donc, on retrouve là-dedans les polycarbonates qui ont une bonne résistance thermique, qui sont résilients et solides. On retrouve aussi les PMMA, donc l'acrylique, qui ont une bonne transparence et une résistance aux rayons UV. Et finalement, on retrouve les nylons, qui vont avoir une bonne souplesse et une bonne élasticité. Passons maintenant au bois. Donc, les bois ont tous les propriétés suivantes. Donc, on parle évidemment de la résistance à la corrosion. Mais dans les deux grandes catégories de bois, on va avoir des propriétés qui sont particulières. Donc, on parle des bois durs,
qui sont généralement des bois des feuillus, on parle de l'érable, du chêne par exemple, et des bois mous, qui sont généralement des résineux, donc on parle par exemple du pin et de l'épinette. Au niveau des bois durs, on va parler de matériaux qui ont une bonne résistance à l'usure, mais qui sont aussi résilients, durs et rigides. Au niveau des bois mous, on va avoir des bois qui sont plus élastiques, plus légers aussi, et qui vont avoir une certaine flexibilité. Et là, vous vous doutez que si on veut faire un plancher, on veut aller plus vers des bois durs, parce que c'est des bois qui vont avoir une résilience, une dureté et une rigidité. Alors que si on veut parler, par exemple, d'un bâton de hockey, donc à ce moment-là, je vais aller chercher la légèreté et la flexibilité, donc on va aller plus vers les bois mous. Parlons maintenant des métaux. Donc, les métaux ont tous les propriétés suivantes à différents niveaux. On parle de conductibilité thermique et électrique, de malléabilité et de ductilité. Par contre, certains matériaux présentent d'autres caractéristiques intéressantes qui vont nous pousser à les utiliser pour tel ou tel usage. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Si on parle de l'aluminium, donc l'aluminium a une grande résistance à la corrosion, c'est évidemment très léger et a une certaine élasticité. Au niveau du cuivre, on peut parler de la conductibilité électrique et du fer, on va pouvoir parler du magnétisme et d'une dureté. Par contre, autant au niveau du cuivre que du fer, on a une faible résistance à la corrosion. Donc, ce sont des matériaux qui vont avoir tendance à rouiller. Au niveau du zinc, on va avoir une résistance à la corrosion, une dureté et une rigidité. Au niveau de l'étain, on a encore la résistance à la corrosion, mais cette fois-ci, on va l'utiliser surtout pour son faible point de fusion. Quand on fait du soudage, par exemple, on va faire du soudage à l'étain parce que l'étain va pouvoir se liquéfier à une température plus basse que d'autres matériaux. Lorsqu'on parle du titane, on va parler évidemment de la résistance à la corrosion aussi, mais aussi de la légèreté du matériel. Au niveau du plomb, en fait, c'est exactement le contraire. Donc, je vais avoir une résistance à la corrosion, mais je vais surtout avoir une lourdeur qui va être utile dans ce cas-ci. Et on peut aussi parler de sa malléabilité. Donc, comme vous le voyez, tout dépendamment de l'utilisation qu'on en fait, on va pouvoir utiliser différentes caractéristiques des différents matériaux. Parlons maintenant des alliages. Donc, on forme des alliages pour fournir des nouvelles propriétés aux différents matériaux. Donc ici, j'ai donné une liste qui n'est vraiment pas très grande, donc autrement dit qu'il y a plusieurs autres alliages qui existent, mais j'ai donné quand même une certaine liste de différents alliages qu'on va utiliser. On peut parler par exemple de l'acier, qui est fait de fer et de carbone, qui vont avoir une grande dureté, une grande rigidité, une grande malléabilité et une grande ductilité. Lorsqu'on parle de l'acier inoxydable, on rajoute certains éléments pour lui donner une certaine résistance à la corrosion. Au niveau de la fonte, on parle encore du fer et du carbone, mais cette fois-ci, je vais avoir plus de 2% de carbone. On va parler alors d'une dureté qui est très très bonne, mais aussi d'une lourdeur. Donc, ça va être un matériel qui va être plus lourd. Au niveau du bronze, on en a parlé plus tôt, c'est un mélange de cuivre et d'étain. C'est un alliage qui va être réputé pour sa lourdeur, mais aussi pour sa résistance à la corrosion, sa malléabilité et sa ductilité. Au niveau du laiton, le zinc et le cuivre, je vais donc avoir une lourdeur, une résistance à la corrosion, une malléabilité, mais cette fois-ci une ductilité. Et au niveau du titanium, un mélange d'aluminium et de titane, eh bien c'est un matériel qui va être réputé pour sa dureté, sa légèreté et sa résistance à la corrosion. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez maintenant être apte à choisir le bon matériel pour le bon produit. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.